Amandine, est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, pas de souci. Allez, super. Donc, Amandine Carvy, donc moi, je travaille en service social du travail. Donc, service social au sein des entreprises, donc plutôt des grosses entreprises de secteur privé ou secteur public. Donc, principalement en prestation de services pour assurer un accompagnement, un conseil auprès des salariés. D'accord. Vous travaillez en fait dans plusieurs entreprises? Exactement. Vous avez des missions dans plusieurs entreprises, d'accord? Alors, des contrats de prestation sociale, oui, oui. C'est Okay. pas forcément, c'est pas à la mission, c'est plutôt sur du long terme. Okay. Donc, j'interviens différemment selon les entreprises, soit une fois par semaine, soit une fois par mois, soit à la demande. D'accord. Ah, si vous êtes la deuxième personne que je... Ils ne sont pas beaucoup à faire ça, j'ai l'impression. Oui, ben, vous êtes la deuxième personne que je rencontre qui fait ça. D'accord. Que ça doit, et récemment en plus, donc ça doit se développer. Alors, normalement, c'est une obligation légale pour les entreprises de plus de 250 salariés. D'accord. Voilà, donc c'est principalement les grosses entreprises qui y ont recours. Et c'est vrai que vu la situation, maintenant, on voit aussi des petites entreprises, mais c'est plus à la demande quand leurs salariés ont une difficulté particulière, soit personnelle, soit autre. Ça peut être aussi bien les dossiers retraite, les dossiers MDPH, enfin voilà, ça couvre divers champs. Et ça fait un moment que vous faites ça maintenant, Amandine, vous en Alors plus. moi, je suis installée depuis 2016. D'accord. Mais vous avez repris l'entreprise, non, de mémoire? Oui, c'est ça, exactement. Qui existait déjà. Qui existait déjà depuis plus de 20 ans. Donc, en fait, elles sont sur le département, on est sur 3 à faire ça, donc avec des statuts différents. Il y a peut-être d'autres personnes qui se sont installées depuis, mais on est 3 installés depuis un moment, oui. Okay. D'accord. Voilà. Donc, les 2 autres interviennent en libéral et moi, je suis en SAS. D'accord. Ok. Super. Bon, 9h04, on va démarrer quand même. Et puis, alors, je sais typiquement qu'il y en a 2 qui se sont inscrites qui sont toujours très en retard. Donc, c'est pas grave. Elles nous rejoindront et puis elles verront le début en replay dans ces cas-là. Ok. Eh ben, je vous laisse la parole, Catherine, pour nous présenter ce nouveau dispositif. Alors moi, attendez, juste j'enlève, voilà, les participants. Donc, déjà, je commence par me présenter. Je suis Catherine Vesperini. Je suis manager commercial au sein du groupe AG2R La Mondiale. Donc, je manage une équipe de commerciaux à Nice. Et donc, je travaille dans les assurances plutôt collectives depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, je connais pas mal le sujet des assurances collectives. Alors aujourd'hui, l'objet de cette réunion, c'est de vous présenter les nouvelles exigences réglementaires et qui sont issues de la loi du 14 juillet 2019 et plus précisément la série de réformes qui en découlent. Alors, juste, Amandine, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir le micro et à les poser en direct. Oui, pas de souci. Oui, n'hésitez pas parce que c'est ce que je disais à Solène en préambule. Ma présentation, elle fait 15-20 minutes. Donc, on a largement le temps de pouvoir échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous m'interrompez, il n'y a pas de souci. Aucun souci. Alors, pour commencer, quelques dates. Donc, la loi, elle est issue du 14 juillet 2019. Elle a été promulguée le 14 juillet 2019. Et le 1er septembre 2020, il y a eu l'entrée en vigueur de l'obligation de communiquer sur les frais de gestion et les ratios sinistres sur prime. On parle souvent de ratio S sur P. Le 24 novembre 2020, il y a eu le décret d'application sur la résiliation infra-annuelle, donc la possibilité pour les entreprises, les souscripteurs, assurés et entreprises, de pouvoir résilier sans frais et sans pénalité. Et le 1er décembre 2020, donc cette loi elle est rentrée en vigueur. Donc cette résiliation, elle s'applique depuis le 1er décembre 2020.
Alors, les exigences réglementaires de la loi, elles sont au nombre de 4. On va toutes les regarder après hein, dans le détail. Donc, la première, c'est la possibilité qui est offerte aux souscripteurs, assurés souscripteurs, de pouvoir résilier à tout moment sans frais ni pénalité. Donc, ça, c'est la fameuse résiliation infra-annuelle et elle s'applique à tous les contrats santé. La deuxième exigence, c'est l'assouplissement des canaux de résiliation. Donc, la possibilité pour les souscripteurs de pouvoir utiliser un ensemble de moyens pour résilier, et ça aussi bien sur les contrats santé que prévoyance. La troisième exigence, c'est la communication, l'obligation pour les assureurs de communiquer sur leurs frais de gestion et de communiquer leur ratio sinistre sur prime sur les contrats santé. Et la dernière exigence, elle concerne le développement des services numériques. Ça, c'est piloté par l'UNOCAM, hein, l'Union nationale des organismes de l'assurance maladie. Donc, développer les services numériques parce qu'en fait, toute la loi, elle a forcément des implications pour les professionnels de santé et pour les adhérents. Alors, pourquoi cette réforme? Il y a plusieurs objectifs très différents. Le premier, c'est permettre aux souscripteurs, aux entreprises, leur simplifier leur démarche avec l'assouplissement principalement des canaux de résiliation. Il y a aussi un objectif de renforcer les droits des consommateurs. Cette loi, c'est vraiment une loi consumériste. Elle est là pour défendre les consommateurs en leur permettant justement d'avoir accès aux frais de gestion des portefeuilles, des assureurs. Elle a également pour objectif de permettre aux assurés de pouvoir adapter leur couverture en fonction de leurs besoins, en fonction de l'évolution de leur situation de famille. Par exemple, s'il y a une naissance d'un enfant, un divorce ou autre, donc c'est pouvoir l'adapter à tout moment. Il y a également un objectif d'intensifier et d'accentuer la concurrence entre les différents acteurs du marché de l'assurance maladie et de également faciliter la lisibilité des garanties. Donc, vous voyez, c'est un ensemble d'objectifs et de raisons très diverses. On va commencer par la résiliation infra-annuelle. Alors, la résiliation infra-annuelle, ce qu'il faut retenir, donc elle est rentrée en vigueur le 1er décembre 2020. Donc, depuis le 1er décembre 2020, tout assuré ou souscripteur peut résilier son contrat santé. Ce qui est important de noter, c'est que cette loi, elle est uniquement à l'initiative du souscripteur. C'est-à-dire que l'assureur, lui, il a le droit de résilier un contrat d'assurance, mais il ne peut le faire qu'au 31 octobre, comme c'est le cas actuellement, en envoyant une lettre recommandée avec accusé réception. Ensuite, ce qu'il faut retenir par rapport à cette résiliation infra-annuelle, c'est que l'assureur résilié, lui, il a l'obligation d'accuser réception de la notification de la résiliation. Hein, c'est-à-dire qu'il reçoit une résiliation, il doit la confirmer. Alors, il peut la confirmer par écrit, il peut la confirmer par écrit, soit par email, soit en envoyant une lettre, soit par recommandé. Donc, il a plusieurs moyens pour confirmer cette résiliation. Et il doit également émettre un avis de résiliation. Donc, ça, c'est un deuxième courrier ou un deuxième mail qu'il doit faire, qui précise la date d'effet de la résiliation et qui précise également le droit au remboursement des cotisations. Alors, ce qu'il est important de retenir, c'est que cette résiliation infra-annuelle, elle concerne tous les contrats santé, aussi bien sur le périmètre collectif que le périmètre individuel. Donc ça, c'est vraiment le premier principe. Il faut également retenir que ça concerne tous les contrats santé, qu'ils soient facultatifs ou obligatoires, et qu'ils concernent également tout type de contrat, c'est-à-dire aussi bien un contrat standard qu'un contrat sur mesure, hein, plus de 100, enfin chez AG2R La Mondiale, c'est les contrats plus de 100, les contrats sur mesure, et également les contrats conventionnels de branche.
Pour cette résiliation infra-annuelle, pour qu'elle soit effective, il faut qu'il y ait deux conditions. La première, c'est donner un préavis de 1 mois. Et la deuxième, il faut avoir 1 an d'ancienneté pour pouvoir résilier. Alors, sur cette notion d'1 an d'ancienneté, je vais vous apporter une précision supplémentaire qu'apporte le législateur. C'est 1 an d'ancienneté. Le marché de l'assurance va retenir la date d'effet des contrats. Mais la loi, elle a prévu que ça peut être également la date de souscription. Je m'explique. Il arrive parfois que un assureur, une entreprise signe un contrat le 1er novembre pour une date d'effet au 1er janvier. Eh bien, pour autant, pour résilier, on peut prendre comme date la date de souscription, c'est-à-dire le 1er novembre. En tout cas, un assureur résilié ne pourra pas s'y opposer. Ce qu'il faut retenir également sur la résiliation infra-annuelle, c'est que l'assureur résilié, il aura 1 mois pour rembourser les cotisations et que s'il ne le fait pas, il aura comme pénalité des intérêts de retard à payer à l'entreprise souscriptrice. Ici, je vous ai mis un petit résumé de qui a le droit de résilier en fonction de son statut et en fonction du type de contrat. Par exemple, donc, si vous avez un contrat collectif obligatoire, uniquement l'entreprise peut résilier ce contrat collectif obligatoire. Également, le contrat collectif facultatif, l'entreprise, elle peut le résilier. Le salarié, lui, bien entendu, ne peut pas résilier un contrat collectif obligatoire, mais sur un contrat collectif facultatif, s'il est en affiliation individuelle, il pourra le résilier. Les ayants droit, eux, ils ne pourront résilier ni le contrat obligatoire, ni le contrat facultatif, ça va de soi. Comme vous avez des contrats de base obligatoires avec des surcomplémentaires facultatives, le salarié, s'il adhère sur l'affiliation individuelle, c'est souvent le cas de renfort où vous avez un précompte sur le bulletin, sur le compte bancaire, le salarié, bien entendu, peut résilier cette affiliation individuelle. Mais lorsqu'il y a un contrat de base obligatoire avec des options qui sont intégrées dans la base, là, pour le coup, le salarié, lui, n'a pas faculté à pouvoir résilier ce contrat. Alors, en termes d'engagement, ce qu'il faut retenir, c'est que le nouvel assureur pourra prendre en charge la résiliation pour le compte de son futur client. Donc, c'est en fait, la loi, elle autorise en fait la résiliation entre assureurs. Pour autant, il faudra le notifier quand même par soit recommandé électronique, donc un email électronique ou un courrier recommandé. L'entreprise, elle devra justifier de sa volonté de résilier, pour pas qu'il y ait d'abus par rapport à ça. Et il faudra également vérifier que la personne qui résilie, elle a la faculté de pouvoir le faire, qu'elle a le pouvoir pour pouvoir le faire. Et puis, ce qui est important également sur cette résiliation, c'est qu'il faut que les garanties, elles continuent à être maintenues. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture de garantie entre l'ancien et le nouvel assureur. Il ne doit pas y avoir de rupture de contrat. Donc, sur la résiliation infra-annuelle, est-ce que déjà à ce niveau, vous avez des questions? Non, c'est très clair. Bon, pour moi, c'est bon. OK. Alors, on continue avec la deuxième exigence qui est la réforme des supports de notification de résiliation. Là, il y a 2 principes à retenir. Le premier, c'est que la faculté de pouvoir résilier les contrats sur tout support, c'est uniquement réservé aux souscripteurs ou aux assurés de contrat. Je l'ai dit un petit peu en préambule, l'assureur qui souhaite résilier, lui, il peut le faire, mais il peut le faire toujours en fin d'année, avant l'échéance du contrat, et il doit envoyer une lettre recommandée avec accusé-réception. Il n'a pas d'autre moyen pour résilier un contrat. Alors, les canaux de résiliation qui seront dorénavant possibles pour les souscripteurs et assurés,
c'est toujours la lettre de résiliation avec accusé-réception. Hein, ça existait déjà, ça continue à exister. Mais il y a également ce qu'on appelle tous les supports durables. C'est-à-dire qu'un assuré qui veut résilier pourra le faire par email. Il pourra également le faire par lettre simple. Il pourra le faire par une lettre recommandée électronique ou un acte extrajudiciaire, même si ça reste assez à la marge. Mais il pourra également, et là je pense que c'est beaucoup pour les contrats des particuliers, il pourra également se rendre dans une agence commerciale ou au siège de l'assureur pour informer de son souhait de résilier. Et donc, la personne devra lui remettre un récépissé après avoir bien entendu vérifié que cette personne a la faculté de pouvoir résilier son contrat. La troisième exigence, c'est la communication sur les frais de gestion et les ratios sinistres sur prime. Pour moi, cet élément, c'est peut-être le plus important. On va le voir pourquoi. Alors, les exigences, elles portent sur la communication sur les frais de gestion et les ratios sinistres sur prime, et précise que ces informations, elles doivent être dorénavant précontractuelles et annuelles et qu'elles doivent se faire sur un nombre de supports très variés. Alors, par principe, la communication sur les frais de gestion et les ratios, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça avait déjà été, c'était déjà notifié avec en 2012 avec l'apparition des contrats, de la notion des contrats responsables. Les assureurs devaient déjà communiquer à cette période sur leurs frais de gestion. Ce qui est nouveau, c'est que ces informations, elles sont dorénavant précontractuelles et qu'elles doivent être faites sur plusieurs supports. Ça veut dire qu'à partir du moment où c'est précontractuel, il faut que les assurés en soient informés en amont. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenant que ce soit indiqué lorsque l'assureur fait un devis, sur une notice d'information. Il doit également l'indiquer sur le bulletin d'adhésion, sur l'avis d'échéance, sur les comptes de résultats, par avenant, etc. Donc, en fait, il y a un nombre incroyable de supports qui devront avoir ces informations. Et surtout, ce qui est important à retenir, c'est que si ces informations ne sont pas communiquées, ça peut remettre en cause le caractère responsable des contrats. Parce que, en fait, la communication de ces données, ça conditionne le caractère responsable des contrats. Et ça, c'est très nouveau dans la loi. Et on va le voir que les conséquences, ça peut être très important pour une entreprise de ne pas avoir ce type d'information. Alors, il y a eu plusieurs objectifs qui expliquent en fait pourquoi il faut communiquer sur ces frais. D'abord, c'est pour favoriser la mobilité des assurés dans le domaine de la santé. En effet, ça va accentuer la concurrence et cette règle, du coup, cette mesure, elle s'intègre parfaitement dans l'esprit de la résiliation infra-annuelle. Ça favorise la mobilité des assurés dans ce domaine. Ensuite, le fait que ce soit mentionné de manière précontractuelle, les prospects, eux, ils pourront identifier la performance économique et technique du portefeuille santé de l'assureur en ayant ce type d'information. Ensuite, le fait que la mention annuelle du taux, les destinataires de l'information pourront juger de l'intérêt des garanties et de l'opportunité de changer d'organisme d'assurance à n'importe quel moment. Et puis, c'est également une logique de transparence sur les coûts de gestion et favoriser une meilleure lisibilité pour les assurés qui pourront avoir ce type d'information avant de souscrire. Ils pourront connaître le coût de gestion de leur contrat et comparer avec d'autres offres sur le marché. Donc là, vous avez un petit schéma qui récapitule. Donc, contrat responsable, à condition, on communique les ratios avant la souscription du contrat et annuellement. Et en cas de non-communication de ces ratios, la perte des avantages fiscaux et sociaux.
Alors justement, les conséquences, elles peuvent être lourdes de perdre, pour les entreprises. Donc, pour tous les contrats, il y a un risque fiscal que la taxe de solidarité sur les additionnels, la fameuse TSA, elle soit majorée, puisque sur les contrats responsables, cette taxe, elle est à 13,27. Si le contrat est non responsable, elle passe à 20,27. Pour l'employeur, il y a un risque, en cas de contrôle URSSAF, de perdre le bénéfice de l'exonération des contributions patronales aux cotisations de sécurité sociale. Pour le salarié, lui, il a un risque fiscal donc, parce qu'il peut perdre la déductibilité des contributions salariales de l'impôt sur le revenu. Et pour l'assureur, lui, il y a un risque juridique parce qu'une entreprise qui se fait redresser, logiquement, elle va se retourner contre l'assureur qui pourra être amené à prendre en charge les conséquences financières du préjudice subi par le souscripteur. Et enfin, le dernier point, la dernière exigence réglementaire de la loi du 14 juillet, c'est le développement des services numériques. Donc, les services numériques, ce développement, c'est pareil, c'est rentré en application depuis le 1er décembre 2020, de mettre à disposition des services numériques, aussi bien pour les adhérents que pour les professionnels de santé, et ce, afin de permettre une meilleure lisibilité des garanties. Donc, pour les adhérents, c'est la possibilité de pouvoir consulter en temps réel les droits et les garanties de leur contrat afin de pouvoir suivre leur consommation, mais également d'avoir une connaissance du solde de leurs droits qui est soumis à limitation, comme par exemple sur les frais optiques. Et puis, pour les professionnels de santé, c'est de pouvoir connaître la fin de la mise en œuvre du tiers payant, parce que vous imaginez bien qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des échéances annuelles sur les contrats. Demain, avec cette résiliation à tout moment, il faut que le professionnel de santé puisse savoir si le tiers payant, pour éviter qu'il y ait du tiers payant, il doit savoir à quel droit se termine le tiers payant pour éviter qu'il y ait des remboursements, des trop perçus de part et d'autre, etc., de devoir réclamer des prestations à un assuré qui aura utilisé sa carte de tiers payant alors que peut-être il n'aurait plus le droit de le faire. Donc là, on considère que le marché de l'assurance aujourd'hui, il n'est pas très mature sur la mise en place de la carte de tiers payant dématérialisée. Je pense que ça rentrera peut-être plus en application à compter du 1er janvier 2022. Donc, j'ai terminé ma présentation. Voilà, donc moi, ça m'intéresse d'échanger maintenant avec vous, de savoir ce que vous pensez de cette loi. Est-ce que vous pensez que vous allez l'utiliser? Est-ce que vous considérez que c'est une opportunité pour vous? Qu'est-ce qui pourrait vous amener à changer? Enfin, qu'est-ce qui vous inciterait à changer? Ou est-ce que vous allez rester sur le même fonctionnement qu'il y avait jusqu'à présent, c'est-à-dire plutôt des échéances annuelles, enfin des résiliations plutôt en fin d'année? Moi, non, ce qui m'intéresse surtout, c'est la résiliation à tout moment. Après, moi, je n'ai pas de contrat de groupe ou quoi que ce soit, mais ça m'intéressait d'avoir les informations si jamais j'avais des questions au niveau des entreprises pour lesquelles je travaillais. D'accord. Voilà. Après, moi, je suis assurée à titre personnel, donc le plus… Et même vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Enfin, est-ce que vous trouvez que c'est bien de pouvoir résilier à tout moment? Oui, ça, oui. Oui, parce que… Qu'est-ce qui pourrait, il vous, y a à moins de titre… contraintes. Oui. Après, voilà, je pense que c'est plus mettre en concurrence les différents contrats et de voir ce qui est le mieux et de pouvoir changer en fonction des besoins qui évoluent au fil des temps. Voilà, on a des besoins différents. Moi, j'ai des enfants, donc ils ont aussi des besoins différents avec l'âge. Donc, voilà, par rapport à ça. D'accord. Coller aux besoins au fur et à mesure.
Bon, ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à justement ce que j'ai présenté? Est-ce que Non, c'est c'était clair? très clair. Oui, c'était très clair. Enfin voilà, j'ai tout compris. Bon, j'ai essayé de simplifier hein, parce que, bon, il faut il faut en extraire l'essentiel. Après, c'est vrai que, bon, comme c'est quelque chose de nouveau, je pense que peut-être après, enfin, à force de l'utiliser, on va se rendre compte que, bon, ben, voilà, on va peut-être avoir besoin de précision auprès de la direction de la sécurité sociale ou autre. Donc, Ça, c'est certain. On a toujours des petites surprises après quand il y a les mises en place effectives. bon, ok. Voilà. Mais en Bon, tout ben cas, merci. très intéressant et vous avez su voilà, rendre le sujet accessible. Oui, ben, il faut, hein, parce que moi, au Oui. début, quand on me l'a présenté, franchement, on m'a donné un diaporama de 60 pages Ah, avec plein de notions. Je me suis dit, waouh. Essayons d'en extraire le principal et de. Voilà, ça, là, bon, vous savez tout ce que vous avez à savoir, enfin, tout ce qui peut vous être nécessaire. Et puis, bon, après, en effet, moi, ce que vraiment je trouve important dans cette loi, c'est pour les entreprises, c'est le caractère, la perte du caractère responsable s'il n'y a pas ces informations qui sont communiquées. Donc ça, c'est vraiment ce qui me paraît important à retenir. Bon, après, c'est vrai que bon, le reste, ça va rentrer en application tranquillement. Et puis nous, les assureurs, on a hâte de voir comment ça va se mettre en application et puis voir si ça va augmenter vraiment, si ça va créer plus d'opportunités, si nous aussi, sur notre défense de portefeuille, on va être amené à avoir une autre façon d'envisager la défense de notre portefeuille. Enfin, c'est intéressant, hein, c'est oui, bien sûr. une belle opportunité. Bien, merci beaucoup. Solène, au final, on n'a pas eu de personnes supplémentaires. Eh ben non. Eh ben, elles vont regarder tout ça en replay, à mon avis. Elles sont trop en retard en fait. Ouais, non, là, elles sont vraiment trop en retard. Presque une demi-heure de retard, oui. On est d'accord. Oui. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Elles auront le replay à partir de lundi, parce qu'on est vendredi. Ou peut-être dès cet après-midi, on va voir. En tout cas, merci beaucoup, Catherine. Et merci à vous. Et puis, pour ceux et celles qui n'auront pas eu l'occasion de pouvoir participer ce matin, en tout cas, elles pourront le revoir ou dès ce week-end ou dès lundi en replay. Et puis, nous, on se retrouve pour les prochaines visios dès la semaine prochaine. Et on va vous remercier encore une fois, Catherine. Et puis, on va vous souhaiter à tous et toutes un bon week-end.